Je m'appelle Abdel, j'ai 31 ans. Je suis chef d'entreprise, j'ai une petite société en agroalimentaire, je fais des compotes de fruits, donc Fruitea. C'est les seules compotes tunisiennes sur le marché. J'ai un parcours universitaire très classique. J'ai fait une licence en commerce international et un master en ingénierie entrepreneuriale. En Tunisie? En Tunisie, absolument. J'ai été diplômé en 2012 et j'ai créé ma première société en septembre 2012. Directement après tes études? Sans stage, Directement après les études. Les seuls stages que j'avais fait, c'était les stages de soutenance. Donc en 3e année et en 5e année fac. Tu les as fait où tes stages? Alors j'ai fait un stage chez un distributeur en électroménager pour ma 3e année et pour ma 5e année dans une petite start-up spécialisée dans la livraison de repas. Donc ça t'a un peu aidé, je pense, parce que toi tu distribues des produits en grande surface, c'est bien ça? Absolument, absolument. Donc je suis dans les grandes surfaces. Est-ce que ça m'a aidé? Pas vraiment, mais j'ai beaucoup appris à comment gérer une très petite entreprise et les erreurs à ne pas faire. Non, mais ça t'a aidé donc? Voilà, ça m'a aidé sur ce côté-là, ça m'a appris pas mal de choses. Donc du coup en 2012 j'ai créé ma première société. J'ai ramené des porte-cartes, des seaux à vin, j'ai essayé de distribuer ça, mais c'était une époque, en 2012, où personne ne prenait de risques. Et puis il y avait la concurrence des Chinois. Bref, je me suis cassé la gueule 2 fois. D'accord. Je me suis cassé la gueule 2 fois. L'important c'est de se relever fort. Exactement, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre. Moi j'ai pris ça comme un apprentissage. Et tu apprends beaucoup. Quand tu te casses la gueule, tu apprends beaucoup. Et il fallait prendre de la hauteur. Donc cette hauteur-là, je l'ai prise en 2015, au moment où j'ai eu l'idée de faire des compotes de fruits. Alors l'idée était très simple. J'étais chez un ami à moi. On était en train de jouer à la blague, classique. J'ai ouvert le frigidaire, j'ai fait un peu faim, j'ai ouvert le frigidaire et j'ai trouvé de la compote étrangère. Donc j'ai goûté ça. En fait, c'était comme une Madeleine de Proust parce que je mangeais ça quand j'étais petit. Et j'ai aimé, j'ai kiffé. Et du coup, je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça en Tunisie? Il m'a dit, moi j'ai pas vu. Je lui ai dit, mec, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être un marché, peut-être quelque chose à faire. Il m'a dit en rigolant, vas-y, toi fais-le. Vas-y, fais-le. Et moi, en rentrant chez moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le projet de ma vie. Et ça sera ça, et rien d'autre. Et ça a été le leitmotiv de mes 2 années. Donc pendant 2 ans, j'étais enfermé chez moi, à essayer de trouver des solutions, à mettre en place un business plan et trouver les financements. Le financement, je ne l'ai jamais eu. Mais par contre, j'ai eu un peu de chance. Un peu de chance, c'est d'avoir trouvé un sous-traitant. Et là, j'ai appris l'importance de la sous-traitance. Parce que la sous-traitance, ça te permet de gagner beaucoup de temps. Donc tu es dans l'industrie, c'est ça? Je suis dans l'industrie. Agroalimentaire? Dans l'industrie agroalimentaire. Tu touches un peu à l'agriculture vu que tu produis des compotes? Alors, je subis l'agriculture. Je subis. En positif et en négatif. Subir, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc c'est des périodes où les pommes sont moins chères, des périodes de pénurie, des périodes où les pommes sont moins chères. Voilà, prix du marché, le temps d'avoir assez d'expérience et assez de trésorerie pour pouvoir prévoir. C'est-à-dire prévoir, tu comptes carrément acheter un bout de terrain et produire tes propres pommes, tes propres fruits? Prévoir, c'est acheter des gros stocks. C'est acheter des gros stocks. Mais est-ce que tu as pensé à toi-même finaliser la chaîne et plus ou moins prendre un terrain et produire tes propres fruits et faire entrer ça dans un cadre un peu plus d'agriculture, de valorisation des produits de l'agriculture avec la compote? Est-ce que tu as pensé Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Mais tu y penses? Bien sûr, j'y pense. Bien sûr, j'y pense. Ce serait l'idéal. Mais dans la situation dans laquelle moi je suis aujourd'hui, de très petite entreprise, avec une trésorerie qui est de très petite entreprise. Le financement pour commencer ton projet, tu nous as parlé d'un business plan. Donc le business plan qui est une projection sur 5 ans plus ou moins de ton activité avec le fonds de roulement et tout ça. Est-ce que, ça veut dire, après ce fonds de roulement-là, est-ce que tu as trouvé des sources de financement pour ta jeune entreprise? Alors, la première source de financement a été de l'autofinancement.
Je suis parti voir les banques, je suis parti voir les banques pour les très petites entreprises. Les incubateurs. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il fallait hypothéquer, il fallait pour pas grand chose. Et le fait d'avoir fait de la sous-traitance, d'être passé par la sous-traitance, on peut commencer avec un très petit capital. On peut commencer avec un très petit capital et se retrouver 6 mois après dans un rayon de grande surface. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que les gens, jeunes et moins jeunes, ne se dirigent pas vers l'industrie. D'accord. Et donc pour retourner un peu au financement, donc tu as commencé avec l'autofinancement, par la suite tu as approché des institutions financières et tu as trouvé des réponses à tes demandes. Alors ça a été le contraire. Je suis parti voir des institutions financières qui m'ont dit non, l'agroalimentaire c'est trop risqué, non. Donc du coup ça a été de l'autofinancement. Comment ça, l'agroalimentaire représente pratiquement une grosse part du marché mondial. Bien sûr. C'est un des besoins primaires de se nourrir. Donc comment les banques peuvent... quelle a été leur réponse? C'est sinistré, c'est un secteur considéré comme sinistré? C'est un secteur à risque. Parce que c'est des machines qui coûtent cher, parce que revendre après les machines c'est très compliqué. Mais toi tu as besoin de machines, tu nous dis que tu sous-traites. Tu étais dans une idée de créer ta propre unité de production. Exactement. Mais ça a été une bonne chose. Ça a été une bonne chose qu'ils me disent non. Parce que c'est un secteur qui n'a pas de visibilité entre guillemets, parce qu'on n'a pas de recul par rapport au secteur dans lequel moi je suis, par rapport au compote de fruits. On n'a pas de recul. Personne ne l'a fait avant. C'est pas des yaourts, c'est pas des pâtes, c'est pas de la farine. Personne n'a ça. Donc j'aurais pu... C'est innovant. Exactement, moi j'aurais pu me retrouver à acheter une machine pour 500 000 dinars, supposons que la banque a acheté une machine pour 500 000 dinars et à faire un investissement qui aurait coûté peut-être 700 000 dinars en tout et pour tout, et être dans un marché qui ne me permet pas d'absorber les quantités que moi je sors. Donc aujourd'hui, un peu à 100 par la sous-traitance, j'arrive à gérer mon stock et j'arrive à faire des projections pour savoir peut-être à quel moment je peux devenir industriel. Et les organismes de microfinancement, comme les banques qui font de la microfinance, est-ce que tu as essayé de les approcher? Alors j'ai essayé de les approcher. Quelle a été ton expérience avec eux? Alors j'ai essayé de les approcher. Je crois c'est entre 10 000, 20 000 et 30 000 dinars. C'était plus ou moins ce que moi j'avais besoin de fonds de roulement. Donc j'avais pas forcément besoin de passer par un microcrédit pour débuter. D'accord. Et donc ta stratégie plus ou moins de promotion, pour le moment donc tu es distribué pratiquement sur tout le territoire tunisien. Si tu peux un peu nous parler de ton circuit de distribution, d'où est ton produit, donc quelle est ta gamme plus ou moins et quel est ton circuit de distribution et la disponibilité de fruitières aujourd'hui sur le marché tunisien? Alors, j'ai commencé comme toutes les petites sociétés, de supérette en supérette, dans la camionnette, bonjour, on a de la compote. C'est toi-même qui vendait, qui est livré et tout? Moi et mon collaborateur. D'accord. Donc du coup, on passait de supérette en supérette, en train d'essayer de distribuer ça. Et après, on a commencé à rentrer dans un circuit de distribution un peu plus important. On a commencé avec 15 magasins au niveau du Gabon. Après, on a été dans une plateforme de livraison de courses à domicile. Et la première grande étape, ça a été la première grosse enseigne de distribution, magasin général. Puis Monoprix, 6 mois après. Puis Carrefour, 6 mois après. Au début, on m'a dit fais attention, ils vont te saigner, les contrats sont extrêmement compliqués, etc. Les grandes surfaces, il faut savoir que ça te permet d'avoir une grande visibilité et de la crédibilité. Parce qu'on ne rentre pas dans une grande surface comme ça. Derrière, il y a des audits, il y a pas mal de choses qui se font. Donc ça permet de gagner en visibilité, en crédibilité et en quantité aussi, en quantité vendue. Donc quand on est dans un produit de consommation courante, notre objectif c'est de vendre le plus, parce que c'est là où on arrive plus ou moins à gagner. Et ça, les grandes surfaces permettent de faire. Après, c'est vrai qu'il y a un contrat qui est compliqué, c'est vrai qu'il y a des délais de paiement qui sont espacés. Mais quand on dépasse les 2 premiers mois, on commence à récupérer notre aide, on commence à avoir notre fonds de roulement et on commence à se projeter. Moi, ce que j'ai fait, c'est ne pas rentrer dans toutes les grandes surfaces d'un coup. Pourquoi? Parce que ça m'aurait bouffé énormément de trésorerie. Et surtout, je suis un amateur.
Donc il fallait que je sache exactement comment ça se passe. Tu es un amateur ou un entrepreneur? Non, je suis un amateur dans la distribution. Je l'étais. Je ne savais pas comment ça se passait. Je ne savais pas comment gérer une logistique. Je ne savais pas comment aller parler à un chef de rayon et quoi lui dire. Donc comment tu as appris sur le tas? Tu as vu des tutos? Tu n'as pas vu des vidéos sur YouTube, des choses comme ça? J'ai tout appris sur le tas. J'ai tout appris sur le tas. Une anecdote? Alors, peut-être une anecdote. La première fois où j'ai senti véritablement que je vendais quelque chose. Alors, on sait qu'on vend. Parce qu'on a des commandes, on honore nos commandes, etc. Mais un jour, j'étais avec un chef de rayon, j'étais en train de parler avec lui pour qu'il n'y avait pratiquement plus de compote fruitée dans le rayon. Et là, je vois une dame qui prend une compote, donc une barquette, et qui la met dans son panier. Et c'était la première fois que je voyais ça. Et là, je me suis dit, ça a marché. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Bravo. Tu le vois, tu l'as fait. Rien que pour ça, bravo. C'est une étape. Ouais. C'est une étape. Est-ce que tu as pensé aussi à exporter tes produits à l'extérieur de la Tunisie en assistant dans des salons foires, en approchant peut-être le CEPEX, des structures comme ça qui peuvent prendre en compte quelques dépenses, quelques frais de déplacement justement pour montrer la nouvelle vitrine, la nouvelle génération des produits fabriqués en Tunisie? Est-ce que tu y as pensé à assister ou à exposer des produits dans des foires internationales? Si oui, lesquels t'intéressent? Sinon, pourquoi? Si tu comptes un de ces quatre aussi exporter tes produits, par quel pays tu commencerais? Alors, l'exportation, c'est une question qui s'est posée au bout d'une année. On a un produit compétitif, de qualité, mais on a pas mal de barrières à l'entrée. En tant que produit frais, c'est compliqué à exporter. En tant que produit 100% naturel et sans conservateur, on a un délai de péremption qui est très réduit. De combien? 100 jours. 100 jours. Donc ces deux barrières-là, il faut les contourner. Mais il n'y a pas des procédés de conservation justement avec des solutions on a vu un peu dans l'industrie agroalimentaire qu'il y avait certains gaz qu'on utilisait qui essaient de pousser un peu plus la limite de consommation justement des produits avec un packaging qui pourrait éventuellement pousser cette barrière, enfin la reculer un tout petit peu plus. Est-ce que tu y as pensé? Alors, j'y ai pensé et j'ai fait un peu le tour pour essayer de trouver une solution parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc là, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour ça. Moi, j'ai contacté des personnes qui travaillent dans le relationnel entre la Tunisie et l'Afrique. Des chambres de commerce? Des chambres de commerce, des ambassadeurs, des personnes qui sont très très impliquées dans la relation de commerce entre la Tunisie et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, subsaharienne. Et il y a des perspectives. Il y a des perspectives, mais il faut toujours rester dans un pragmatisme. Il ne faut pas voir les choses trop grandes et trop belles d'un coup. D'accord. Et les salons où tu aimerais assister, est-ce que tu as une idée un peu par quel pays tu souhaiterais commencer par exemple? Alors, ce qui serait intéressant, c'est peut-être donc déjà les salons d'agroalimentaire qui mettent en relation importateurs et exportateurs au niveau de l'Afrique. Il y a aussi le salon qui est à Paris de l'agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire et de l'innovation. 3 qualités, 3 défauts. La patience, la persévérance et le pragmatisme. Les 3 défauts: sanguin, éternellement satisfait, un peu trop pragmatique. Ramzi Attal, tes sources d'inspiration, ton environnement créatif, des choses que tu aimes faire dans la culture ou dans autres activités qui te divertissent, si tu devais nous en donner 3 aussi? Alors, mes sources d'inspiration, c'est un peu bateau, je pense, comme réponse, mais je pense que ma mère, c'est une source d'inspiration pour tout ce qu'elle a sacrifié, tout ce qu'elle a apporté et tout. Il y a des entrepreneurs aussi qui sont des sources d'inspiration. Par exemple, Jack Ma, qui est une personne extraordinaire. D'accord. Et le troisième? Xavier Niel aussi, qui est une personne extraordinaire. Ramzi Attal, qu'est-ce que tu nous promets à l'avenir? Alors, d'être toujours aussi persévérant.
de continuer à croire en mon projet. Et puis on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et voilà, j'espère me développer étape par étape, arriver aux objectifs que je me suis fixés le premier jour où j'ai eu l'idée. Je voudrais particulièrement remercier l'Instant M parce que c'est un média qui fait un focus sur les gens qui tentent, sur les gens qui essaient, sur les gens qui essaient d'avancer. Et ça, c'est très important. C'est un média qui nous regarde. Sans parler, j'ai pas envie d'être le porte-parole de tous les petits entrepreneurs, mais il faut continuer à faire une petite projection sur ceux qui avancent, qui essaient. Nous, on te souhaite le meilleur et on espère te voir rapidement exposé, pourquoi pas à l'international, exporté dans tous les pays du monde. Et on te remercie de t'être confié à la caméra de l'Instant M.